Je vais commencer donc par vous présenter ce que nous connaissons aujourd'hui des occlusions veineuses rétiniennes et comment nous les prenons en charge. Juste un petit rappel, d'abord, puisqu'on parle d'occlusion veineuse rétinienne, qu'est-ce que la rétine? Eh bien, la rétine, c'est le tissu qui tapisse tout le fond de l'œil, et qui va être, responsable de la transformation des images, de la lumière en signal électrique qui part ensuite par le nerf optique, pour arriver jusqu'au cerveau. Et en fait, si on compare, tout ce système, avec un appareil photo, et bien la rétine en serait la pellicule, tandis que ce qui est à l'avant, le cristallin, la cornée, en serait, le système d'objectif. Et donc on comprend déjà que lorsque la rétine est malade, quand la pellicule est abîmée, eh bien les images sont toujours mauvaises, les photos sont ratées, même si on a un très bon objectif. Donc même si, par exemple, on change de lunettes. En fait, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué qu'un simple film photographique, puisque quand on analyse un peu plus à plus fort grossissement la rétine, c'est en fait elle est composée d'un très grand nombre de couches superposées les unes sur les autres et il y a déjà tout un traitement du signal, qui est effectué au sein même de la rétine. Donc, c'est plus qu'un film d'appareil photo, c'est un véritable capteur numérique d'appareil photo numérique à laquelle il faudrait la comparer. Alors voilà comment se présente le fond de l'œil, la rétine, quand l'ophtalmologiste l'examine. Et il y a quelques régions importantes à reconnaître. En plein centre, et donc c'est là qu'arrivent les images que l'on regarde, se trouve une région que l'on appelle la macula. C'est la zone qui est responsable de la vision qu'on appelle précise, donc c'est par exemple la lecture ou la reconnaissance des visages. Et alors, selon qu'une maladie va toucher ou non la macula, eh bien, les conséquences sur la vision vont être plus ou moins importantes. Quand une pathologie épargne la macula, en général, la vision est relativement bien conservée. Quand par contre une maladie concerne la macula, là, le retentissement sur la vision risque d'être plus important. Juste à côté, cette tache un peu jaune, là, c'est en fait l'émergence du nerf optique, donc il s'en va ensuite à l'arrière de l'œil jusqu'au cerveau. Et c'est par le nerf optique qu'arrive toute la circulation pour la rétine par une seule artère appelée artère centrale de la rétine. Dans l'autre sens, une fois que le sang est utilisé, il repart par des veines qui convergent de nouveau en une seule veine qui repart elle aussi par le nerf optique et qu'on appelle veine centrale de la rétine. Et donc, une particularité de l'œil, c'est que toute la circulation de la rétine passe à l'aller comme au retour par le nerf optique. Une autre particularité de la circulation dans la rétine, eh bien, on constate que les artères et les veines s'entrecroisent fréquemment. J'ai entouré quelques exemples sur l'image. Alors pourquoi je vous ai mis en évidence ces deux particularités? Eh bien justement, c'est parce que les occlusions veineuses rétiniennes surviennent à l'un de ces deux endroits. Soit l'occlusion veineuse survient dans le nerf optique, et dans ce cas, on parle d'occlusion de la veine centrale de la rétine, soit elle survient au niveau d'un croisement entre une artère et une veine à la surface de la rétine, et on parle d'occlusion de branche veineuse rétinienne. Alors, quel est le mécanisme de l'occlusion veineuse rétinienne? Bah, c'est la conséquence d'un ralentissement de la circulation brutale dans les veines rétiniennes. En fait, c'est en quelque sorte un embouteillage, de toute la circulation puisque je vous ai, dit, hein, que la circulation arrive par une artère, repart par une veine. Si la veine est un peu bouchée, eh bien, c'est finalement toute la circulation dans la rétine qui va se retrouver ralentie, un petit peu comme ce rond-point. Alors, quels sont les symptômes et les signes d'occlusion veineuse rétinienne? C'est en général, donc le premier signe, c'est une baisse de la vision, une baisse d'acuité visuelle qui peut être très variable, selon les patients. Elle peut être très importante, ou inversement très minime, voire, il peut y avoir des patients sans, baisse de vision et où le diagnostic est fait uniquement parce à l'occasion d'une consultation pour autre chose, on examine le fond d'œil. Et cette baisse de vision, elle est en général donc rapidement progressive, on va dire. Elle a pu être précédée d'épisodes de baisse de vision très fugaces qui n'ont pas duré et inversement, ça peut être très brutal avec, presque des gens qui pourraient être capables de donner précisément le moment, où ils ont ressenti la baisse de vision. C'est une maladie qui concerne un seul œil, ou en tout cas un seul œil à la fois, avec un risque d'atteinte des 2 yeux, qui est, faible de l'ordre de 10 10 des patients ont l'atteinte des 2 yeux, donc la grande majorité des patients ne sont atteints que d'un œil. Et c'est typiquement une, baisse de vision sans douleur, même si certains patients au cours du temps décrivent des symptômes à type de lourdeur derrière l'œil qu'on a un peu de mal à expliquer. Le diagnostic est en général assez simple. Donc, quand on ressent une baisse de vision, bah, en général, on va consulter un ophtalmologiste. Et donc, l'ophtalmologiste
il lui suffit de regarder le fond de l'œil, en général, pour faire le diagnostic d'occlusion veineuse rétinienne. Je vous ai remis l'exemple. Alors, pour regarder le fond de l'œil, on peut utiliser Non, différentes non. méthodes, hein, soit ce qu'on appelle la lampe à fente, hein, le gros appareil qui nous permet d'examiner l'œil. On peut aussi faire une photographie du fond de l'œil. Et donc, si on compare donc, le fond d'œil normal que je vous ai remis avec le fond d'œil caractéristique d'une occlusion de la veine centrale de la rétine, on voit assez bien la différence. Et donc, les signes caractéristiques qui permettent de poser le diagnostic, c'est l'association de veines dilatées et tortueuses avec des hémorragies disséminées sur tout le fond de l'œil. Alors ça, c'est le cas, on va dire, typique. Les aspects sont très variables, en fait, là encore, selon les patients. Il y a plus ou moins d'hémorragie, par exemple, et plus ou moins de signes associés, comme ces taches blanches, par exemple, qu'on voit ici, mais qu'on ne voit pas là-haut. En cas d'occlusion de branche veineuse rétinienne, ben, les signes sont les mêmes, si ce n'est qu'ils sont limités à la surface de rétine concernée par la branche de veine qui est occluse. Donc ici en haut, voici, voilà, ou là en bas. Et là encore, les signes peuvent être variables selon les patients, avec ici ben, en haut à droite beaucoup d'hémorragie, alors qu'il y en a beaucoup moins sur les formes d'en bas. Les formes d'en bas, d'ailleurs, épargnent, en fait, c'est ce dont je vous parlais déjà un peu tout à l'heure, les formes du bas épargnent la macula. Donc c'est des patients qui ont un retentissement sur la vision bien moins important. De manière générale, de toute façon, puisque les occlusions de branches veineuses rétiniennes concernent un territoire de rétine plus restreint que les occlusions de la veine centrale de la rétine, eh bien la vision est en général meilleure et le pronostic aussi des occlusions de branches veineuses rétiniennes est en général meilleur que les occlusions de veine centrale. Alors, est-ce que c'est une pathologie fréquente? Du coup, je n'ai pas compté combien nous sommes ce soir, une dizaine, je crois, enfin, nous y compris. Alors, on n'a pas de données fiables en France sur le nombre de patients atteints, puisqu'on n'a pas de codage, de recueil de ces pathologies qui sont gérées uniquement en consultation et en soins externes. Et donc, on est obligé, pour avoir une estimation, de faire des extrapolations d'études étrangères et on essaie de les appliquer à la structure de la population française pour essayer d'avoir une estimation. Alors, en sachant que ce qu'on appelle les études épidémiologiques détectent tous les cas, y compris les cas de personnes qui n'ont pas de symptômes. Parce qu'une étude épidémiologique, on prend une population et on lui fait des examens très réguliers pour dépister des maladies. Et donc, en l'occurrence, si on cherche des maladies ophtalmologiques, ben on va regarder le fond d'œil régulièrement d'une population et donc, on va détecter les occlusions veineuses rétiniennes qui n'ont parfois aucun symptôme. Donc, ça surévalue quand même le nombre de patients qui nécessitent des soins. Et donc, en faisant ce calcul, entre guillemets, on s'attend à trouver entre 30 et 50 000 nouveaux patients par an en France qui ont une occlusion veineuse rétinienne. Donc, c'est l'équivalent de la population du 6e arrondissement tous les ans. Et si on raisonne un peu différemment et qu'on était en capacité de faire un fond d'œil aujourd'hui à tous les Français, on devrait trouver des signes au fond d'œil d'occlusion veineuse rétinienne, alors cette fois plus ou moins anciens, chez 300 à 500 000 Français, donc à peu près 0,6% de la population, donc l'équivalent de villes comme Nantes, par exemple. En termes de répartition entre les deux formes dont je vous parlais, la majorité des patients sont atteints d'occlusion de branche veineuse rétinienne. C'est à peu près 3/4 des cas pour un quart des cas, un quart des patients atteints d'occlusion de la veine centrale de la rétine. Donc cette fréquence de la maladie, pour autant, donc c'est pas très fréquent, mais c'est pas non plus ce qu'on appelle une maladie rare. Une maladie rare, ça a une définition qui est qu'il faut que ça concerne moins d'une personne sur 2000. Pour les occlusions veineuses rétiniennes, c'est probablement à peu près 10 fois plus. En termes d'âge survenu, les occlusions veineuses rétiniennes peuvent survenir à tout âge. C'est ce que vous voyez sur le premier graphique, avec les points qui arrivent à tout âge. Il y a quand même une fréquence qui augmente avec l'âge. Et c'est surtout le cas pour les occlusions de branche veineuse rétinienne. La médiane de survenue, c'est 60 ans. Donc ça veut dire que la moitié des patients atteints d'occlusion veineuse rétinienne ont plus de 60 ans, mais l'autre moitié a moins de 60 ans. En termes de répartition entre hommes et femmes, les études sont un peu discordantes, mais les dernières semblent montrer que c'est équilibré entre les hommes et les femmes. Quelle est la cause et les mécanismes des occlusions veineuses rétiniennes? Malheureusement, on ne les connaît toujours pas. Aujourd'hui, tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque, c'est-à-dire des états qui sont associés aux occlusions veineuses rétiniennes sans qu'on sache exactement établir quel est le lien entre les deux et surtout être sûr qu'il y a un lien de cause à effet. Et donc, il y a deux pathologies qui sont clairement plus souvent retrouvées chez des patients atteints d'occlusion veineuse rétinienne. C'est d'une part l'hypertonie oculaire ou le glaucome et d'autre part l'hypertension artérielle.
Par contre, il est assez clair maintenant que l'occlusion veineuse rétinienne n'a rien à voir avec une phlébite. La phlébite, c'est aussi une veine qui se bouche, mais dans la jambe, par exemple. Et donc, les deux pathologies n'ont rien à voir, ni en termes de facteurs de risque, ni en termes de traitement. Par exemple, le traitement des phlébites ne fonctionne pas pour essayer de soigner les occlusions veineuses rétiniennes. Une occlusion veineuse rétinienne n'a non plus rien à voir avec un accident vasculaire cérébral. Autre question qui nous est aussi fréquemment posée, est-ce qu'il y a un rôle de trop regarder la télévision ou les écrans? À ce jour, on n'a pas de raison de penser qu'il y a un lien entre regarder la télévision ou les écrans et les occlusions veineuses rétiniennes. Et donc concrètement, à part prendre en charge une hypertonie oculaire et une hypertension artérielle, on n'a pas vraiment de raison de, donner des consignes et des précautions particulières à observer à nos patients, ni pour éviter la survenue des occlusions veineuses rétiniennes, ni pour l'améliorer si elle est déjà là. On envoie quand même en général les patients au moins auprès de leur médecin généraliste, leur médecin traitant pour faire un bilan à cette occasion-là, à la recherche donc ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires puisque l'occlusion veineuse rétinienne donc survient en général chez des patients donc avec ces facteurs de risque-là. Et donc l'intérêt, c'est pas encore une fois d'améliorer l'occlusion veineuse rétinienne, mais c'est de dépister éventuellement des facteurs de risque qui, eux, pourraient être traitables, Oui, comme, une hypertension artérielle, trop de cholestérol, et cetera, un diabète. ok. Heu, Là encore, pas pour améliorer l'occlusion veineuse donc, mais pour éviter que plus tard, il y ait d'autres problèmes cardiovasculaires. C'est un truc comme On va en reparler après, enfin monsieur Pack va vous en reparler après, dans le côté recherche, mais on a à un moment donné, essayé de rechercher s'il pouvait y avoir une cause génétique aux occlusions veineuses rétiniennes puisqu'on avait l'impression, enfin on avait plus des familles où il y avait plusieurs cas, de patients atteints d'occlusion veineuse rétinienne et donc on a essayé de chercher. On n'a pas retrouvé de résultats très flagrants, donc il n'y a pas une mutation évidente qui provoque les occlusions veineuses rétiniennes donc c'est clairement pas une maladie génétique, sauf peut-être dans de très rares cas. Alors, une fois que la veine est bouchée, que la circulation est ralentie dans la veine, quelle va être l'évolution? Elle est difficilement prévisible et la première évolution possible, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la circulation peut se rétablir spontanément et donc l'occlusion veineuse rétinienne guérit toute seule. Et donc le mode de guérison, enfin, en fait, il y a 2 modes de guérison. Le premier mode, c'est l'obstacle dans la veine qui disparaît. Alors, on ne connaît pas vraiment l'obstacle aujourd'hui, mais voilà, il disparaît, donc la circulation se rétablit. Ou, l'organisme s'adapte en quelque sorte et des vaisseaux, normaux se dilatent pour permettre au sang de contourner l'obstacle. C'est ce qu'on voit ici dans ce cas d'occlusion de branche veineuse rétinienne. On voit ces vaisseaux ici en haut ou en bas qui se sont dilatés pour permettre au sang de sortir de cette zone-là et de retrouver, et permettre de retrouver une circulation normale. Ces vaisseaux, on appelle ça des vaisseaux collatéraux ou des collatérales. Donc ça, c'est en cas d'occlusion de branche veineuse rétinienne. En cas d'occlusion de la veine centrale de la rétine, on a le même type de vaisseau qui se développe, cette fois ici autour du nerf optique. Et donc ça, c'est un processus normal qui permet de guérir. Heu, alors il y a un autre type d'occlusion veineuse rétinienne qui guérit spontanément. C'est un type un peu particulier, quand on l'examine au fond d'œil ou en OCT avec des taches blanches un peu particulières qu'on a appelé le type A. Et donc ces formes-là, assez faciles à détecter donc avec nos examens, très standards, sont en général aussi de très bons pronostics. Donc quand on constate ça, on peut, espérer une guérison, sans traitement en quelques mois. Alors, à côté des formes qui guérissent, l'évolution peut se faire vers des complications. Elles sont de 2 ordres. Le premier type de complication, c'est ce qu'on appelle la fermeture des capillaires ou l'ischémie. Alors les capillaires, ce sont les petits vaisseaux, qui se situent dans tous les organes, entre les artères et les veines et c'est grâce aux capillaires que, par exemple, l'oxygène est délivré, aux organes et donc on a des capillaires aussi dans la rétine. Ces capillaires, en cas d'occlusion veineuse rétinienne, peuvent se boucher, et ça va entraîner une souffrance de la rétine. C'est ça qu'on appelle l'ischémie. Et l'ischémie de la rétine peut entraîner la prolifération de vaisseaux anormaux, qu'on appelle cette fois des néovaisseaux. Ce ne sont pas comme les collatérales dont je vous parlais à l'instant. Les collatérales, ce sont des vaisseaux normaux qui se dilatent et qui sont plutôt bénéfiques. Les néovaisseaux, ce sont des vaisseaux anormaux et qui sont donc plus fragiles, qui peuvent tirer. Et donc, s'ils surviennent comme ça, comme c'est le cas ici, à la surface de la rétine, eh bien, ils peuvent tirer sur la rétine, la décoller, ils peuvent saigner dans l'œil et donc entraîner une baisse de vision supplémentaire.
Encore pire, ces néovaisseaux peuvent aller proliférer jusqu'à l'avant de l'œil, sur l'iris, c'est ce qu'on voit sur les photos, hein. C'est pas normal de voir aussi bien les vaisseaux comme ça à la surface de l'iris. Et ça pose un problème, c'est parce que petit à petit, à force de grandir, eh bien, ils vont entraîner une élévation de la pression dans l'œil, ce qu'on appelle un glaucome néovasculaire, alors qui est difficile à traiter et qui est embêtant parce que en général, l'œil devient en général douloureux. Donc c'est un œil en général qui ne voit pas bien et qui en plus devient douloureux. Donc c'est évidemment une complication qu'on veut essayer d'éviter à tout prix. C'est pour détecter ces problèmes d'ischémie rétinienne ou de non-perfusion des capillaires que l'on fait un examen complémentaire qu'on appelle une angiographie à la fluorescéine. Le principe, c'est d'injecter dans le bras, dans une veine du bras, un produit fluorescent, la fluorescéine, et de regarder, d'enregistrer sa fluorescence dans le fond d'œil. Et on met en évidence comme ça une différence de circulation dans la rétine. Et vous voyez très bien dans ce cas d'occlusion de branche veineuse rétinienne la différence entre la rétine bien perfusée en bas et la rétine mal perfusée en haut. Alors, on a d'autres examens qui nous permettent d'avoir à peu près les mêmes informations, mais cette fois sans injecter de produits de contraste. C'est ce qu'on appelle une OCT angiographie. Et donc là, on a aussi, on voit très bien la différence entre la rétine bien perfusée en haut, on voit bien tous les petits capillaires entre les gros vaisseaux, et la rétine mal perfusée en bas, où il ne reste finalement que les gros vaisseaux, mais plus du tout les capillaires. En tout cas, on n'enregistre plus du tout la circulation dans les capillaires, dans cette zone de rétine en bas toute noire. Alors ça, c'est la complication la plus grave, la plus redoutable, mais qui est heureusement la moins fréquente. La complication la plus fréquente, c'est la survenue d'un œdème de la rétine ou œdème maculaire. Si je simplifie un peu le mécanisme, je vous ai dit tout à l'heure que le sang arrivait par une artère, ressortait par une veine, et donc en cas d'occlusion veineuse rétinienne, la sortie par la veine est un peu bouchée. Finalement, le sang qui veut continuer à arriver par l'artère finit par sortir des vaisseaux et gonfle finalement la rétine comme une éponge se gonflerait d'eau, tout simplement. Et donc ça, c'est pour évaluer cet œdème maculaire qu'on utilise un autre examen qu'on appelle un OCT ou tomographie en cohérence optique en français, en pratique. Donc c'est un appareil qui nous permet d'obtenir des coupes de la rétine à l'aide juste d'une lumière projetée au fond de l'œil. Donc ça, c'est l'aspect d'un OCT normal de la macula, avec au centre ce creux-là qui est tout à fait normal. Et voilà l'aspect en cas d'œdème maculaire. Donc, on voit que les différentes couches de la rétine sont séparées par ces cavités noires qui sont en fait des bulles d'œdème. C'est du liquide qui est venu s'infiltrer entre les couches rétiniennes. Et donc, l'autre avantage de l'OCT, outre de nous donner cette représentation, on va dire, qualitative, ça nous permet aussi de mesurer l'épaisseur de la rétine et donc d'apprécier quantitativement l'œdème maculaire. Et on va le voir que ça peut être utile pour suivre les traitements. Alors, quel traitement proposer aux patients atteints d'occlusion veineuse rétinienne? Ce qu'on aimerait bien proposer, évidemment, c'est quelque chose qui serait capable de déboucher la veine et de rétablir la circulation. De nombreux traitements ont été essayés, mais malheureusement, il n'y en a aucun jusqu'à ce jour qui a démontré un intérêt pour améliorer la circulation veineuse. Il y a même des techniques chirurgicales, parfois relativement compliquées, qui ont été essayées, mais tout ça, au mieux, ne fonctionne pas et au pire même est plus dangereux que de ne rien faire. Aucun médicament non plus qui est essayé n'a pu démontrer d'efficacité. Et donc, on est un peu limité aujourd'hui à traiter les complications. Et heureusement, quand même, on a des solutions pour traiter les complications. Pour traiter l'œdème maculaire, on sait depuis longtemps qu'on peut faire du laser, au moins dans certaines formes d'occlusion de branche veineuse rétinienne. C'est ce qu'on appelle faire une grille maculaire. Et donc, voilà un exemple. On a un œdème ici qui est plutôt en bas de la rétine. Et donc, si on fait des impacts de laser sur la zone épaissie, eh bien, on obtient une diminution de l'œdème maculaire. Le problème, c'est que ce type de laser, par exemple, ne permet pas d'améliorer la vision des patients atteints d'occlusion de la veine centrale de la rétine. Il y a une autre technique de laser qui est applicable aux œdèmes, c'est des lasers ciblés. Ça a été mis au point ici. Je pense que Michel Pack vous en dira aussi quelques mots tout à l'heure dans la partie recherche. Donc, on a pu localiser dans les œdèmes des petites lésions. C'est en fait des dilatations des capillaires. On appelle ça des télangiectasies capillaires. Et donc, quand on les détecte, eh bien, on peut faire un impact de laser dessus pour les occlure. Et ça permet de faire diminuer l'œdème. Donc, voilà l'exemple. Donc, ça, c'est avant laser. Et ici, après laser, on voit le changement de l'aspect de ces télangiectasies capillaires. Alors, pour les détecter, on les détecte très bien sur l'OCT, si on a une coupe qui, par chance, les traverse. Sinon, on a un autre examen très utile, c'est une autre angiographie avec un autre produit de contraste, on appelle le verre d'indocyanine ou l'ICG, qui nous met en évidence vraiment très précisément ces lésions à cibler au laser. Et donc voilà un exemple. Donc ça, c'est l'évolution. Donc ça, c'est juste après le laser. Et quelques mois plus tard, on voit que l'œdème disparaît après avoir juste fait une séance de laser et ça persiste plusieurs mois après avoir réalisé le laser.
Alors, on ne peut pas faire du laser à tout le monde et on a une autre méthode pour faire disparaître l'œdème, c'est d'injecter dans l'œil des médicaments, ce qu'on appelle des injections intravitréennes. On a des médicaments très puissants pour faire diminuer l'œdème maculaire. Ça permet une amélioration rapide de l'œdème. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, la baisse de vision n'est pas due qu'à l'œdème parfois. Donc, certes, l'œdème entraîne la baisse de vision, mais la mauvaise circulation elle-même peut aussi entraîner une baisse de vision. Et ça, malheureusement, enlever l'œdème n'y changera rien. Donc, on n'améliore pas toujours la vision, on ne fait pas toujours remonter la vision à la vision d'avant. Et donc, voilà un exemple d'évolution d'œdème avant et après injection. Donc, c'est en général très rapidement, on observe très rapidement une diminution de l'œdème. Concrètement, on a deux familles de médicaments aujourd'hui à notre disposition pour ces injections intra-artérielles. D'un côté, un corticoïde qui se présente sous la forme d'un petit implant qui a pour avantage d'être efficace pendant plusieurs mois après une seule injection, mais qui a comme inconvénient d'avoir quand même quelques effets secondaires, comme faire monter la pression dans l'œil, voire entraîner un glaucome, et d'accélérer le développement d'une cataracte si on n'a pas déjà été opéré. L'autre famille de médicaments, donc là, ce sont des liquides qu'on injecte à l'intérieur de l'œil, des anti-VEGF, qui ont une durée d'efficacité un peu plus courte, même s'il y a des nouvelles molécules qui semblent qui semblent nous laisser espérer des durées d'efficacité plus longues. Par contre, ils n'ont pas les effets secondaires cataracte et glaucome. Alors, une injection intravitréenne, ça se fait en externe. Il n'y a pas besoin d'être hospitalisé, ni même en ambulatoire pour une injection intravitréenne. On fait ça dans des salles d'injection au bout de la consultation, ici à l'hôpital des 15-20. C'est une procédure qui est rapide, hein. La présence dans la salle d'injection, c'est une dizaine de minutes à peine, sachant que l'injection elle-même, c'est quelques secondes ou une dizaine de secondes. Le plus long dans la procédure, c'est de préparer, de désinfecter, et puis après de nettoyer, etc. Plus que l'injection elle-même. On fait ça sous anesthésie avec quelques gouttes dans l'œil pour que, évidemment, cela ne soit pas douloureux. Et donc, on sait depuis très longtemps qu'il y a une zone dans le blanc de l'œil par laquelle on peut rentrer des instruments pour opérer à l'intérieur de l'œil. C'est par là qu'on opère les décollements de rétine, par exemple. Et donc, a fortiori, on peut profiter de cette zone-là pour utiliser une aiguille très fine et faire pénétrer un médicament dans l'œil. Alors, je ne vais pas vous montrer une injection là, ici, mais ceux qui veulent en voir, vous pouvez en trouver sur Internet. On en a une sur la chaîne YouTube de l'association aussi, hein, pour voir un petit peu plus en pratique comment ça se passe. Après une injection, il est très fréquent, d'avoir quelques désagréments. Le plus fréquent, c'est d'avoir une impression de corps étranger, de brûlure, de larmoiement. Ça, c'est en fait plus lié aux produits qu'on utilise pour désinfecter qu'à l'injection elle-même et ça passe en général relativement rapidement. Il est assez fréquent aussi de percevoir des taches dans le champ de vision. Ça peut être soit le produit lui-même, puisque l'implant de corticoïde n'est pas transparent, donc il peut arriver qu'il passe dans le champ de vision ou ça peut être en lien avec des bulles d'air, les produits qu'on injecte, qui sont certes liquides, mais parfois un peu visqueux et donc il peut y avoir quelques petites bulles d'air emprisonnées dedans qu'on injecte avec le produit et donc ça, on voit passer les bulles d'air dans le champ de vision, mais elles se résorbent toutes seules en quelques minutes ou quelques heures. La complication la plus fréquente des injections intra-vitréennes, c'est d'avoir une hémorragie à la surface de l'œil, ce qu'on appelle une hémorragie sous-conjonctivale. C'est un peu le même mécanisme que le bleu qu'on a parfois au creux du bras après une prise de sang. C'est sans gravité, c'est à la surface de l'œil, c'est pas à l'intérieur de l'œil, et ça passe tout seul en quelques jours, parfois quelques semaines si c'est un peu abondant. La complication qu'on redoute le plus, c'est l'infection, puisque, avec une aiguille, ben, on peut faire rentrer aussi un microbe dans l'œil. C'est heureusement exceptionnel. C'est au moins d'une fois sur 5 000 injections. Là, par exemple, au 15-20, on n'a plus d'infection depuis, plus d'un an. Donc, on a fait, 15 ou 17 000 injections sans infection. Donc c'est exceptionnel et ça peut se soigner évidemment si ça arrive. Et alors, quand le médicament qu'on injecte dans l'œil, il ne reste pas indéfiniment dans l'œil, il se résorbe. Si la maladie n'est pas guérie pendant le même temps, eh bien, l'œdème peut revenir. Eh bien, on peut répéter les injections. Tant que la vision s'améliore avec les injections et que l'œdème récidive, eh bien, on peut répéter les injections autant de fois qu'il faut. Alors, vous allez me dire jusqu'à quand on va faire ces injections. Les patients nous demandent évidemment assez souvent ça. Alors, on ne peut pas prévoir pour un patient donné de combien d'injections il va avoir besoin. Et on a peu de données où les patients ont été suivis suffisamment longtemps et de manière enfin, en nombre pour répondre clairement à la question. On sait qu'on peut arrêter les traitements, mais on sait pas trop quand. Il y a des patients qui ont de la chance chez qui le traitement va pouvoir être arrêté très rapidement, d'autres peut-être moins chanceux chez qui le traitement va devoir durer plusieurs années. Et donc, ce n'est qu'avec le temps on peut préciser ça. Alors, encore plus concrètement, les médicaments utilisés, donc pendant longtemps, on avait que 3 médicaments, un corticoïde et 2 anti-VEGF.
depuis quelque temps, les anti-VEGF se multiplient. D'une part, parce qu'il y a ce qu'on appelle des biosimilaires qui arrivent. Donc, les biosimilaires, c'est l'équivalent pour les médicaments biologiques des génériques, en fait, hein. C'est des copies des médicaments. Donc, on a des biosimilaires du Lucentis et bientôt, je pense incessamment sous peu, c'était prévu pour ces semaines, des biosimilaires de l'AIA. Et on a des nouveaux médicaments qui arrivent. Alors, le Vabysmo, qui est un nouveau médicament et qui vient d'être remboursé pour les occlusions veineuses rétiniennes, et un qui va être bientôt probablement remboursé pour les occlusions veineuses rétiniennes, qui est une nouvelle formule de l'AIDA plus fortement dosée. Alors, ces nouveaux enfin, les biosimilaires donc, font pareil que les médicaments anciens. Les nouveaux anti-VEGF, eux, ils ont la même efficacité en termes de gain de vision. Ce qu'ils apportent, par contre, c'est d'espérer espacer un peu plus les injections. Donc, ce qui est pas donc, c'est pas un progrès majeur, mais c'est quand même un progrès intéressant de pouvoir avoir la même efficacité avec moins d'injections. En termes d'efficacité, tous les médicaments, sont à peu près équivalents, que ça soit les anti-VEGF et les corticoïdes permettent d'obtenir le même gain de vision et les anti-VEGF entre eux permettent aussi d'obtenir le même gain, de vision. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment d'argument pour préférer l'un ou l'autre et donc cette, diapo, c'est pour illustrer l'intérêt des nouveaux anti-VEGF. Donc l'intérêt des nouveaux anti-VEGF, c'est d'espérer espacer les injections. On peut espérer, avoir des patients qu'on injecte que tous les 4 mois, au moins certains patients. Est-ce que le traitement de l'œdème est une urgence? Pas tant que ça, probablement. On le voit notamment quand on regarde, dans les études, ce qu'il, arrive aux patients qui n'ont pas pu être traités, qui avaient au tirage au sort, et qui se sont retrouvés dans les bras, qu'on appelle témoins. C'est des patients donc qui n'ont pas reçu le traitement initialement et qui n'ont été traités qu'au bout de 6 mois. Et ce qu'on voit, c'est que si on voit donc c'est les patients dans les courbes du bas, hein, et donc on voit que si on les traite que à 6 mois, ils finissent par rejoindre finalement quand même assez bien les patients qui ont été traités, eux, dès le début. Donc, en haut, c'était les études de l'Ozurdex. En bas, c'était une étude pour le Lucentis. Donc, pareil, les patients du bas, en la courbe bleue, au début, ils ont un petit gain de vision spontané. On les traite au bout de 6 mois et au bout de 2 ans, tout le monde voit pareil. Donc, on peut attendre quelques jours ou quelques semaines avant de traiter un œdème. Il n'y a pas de problème. L'intérêt d'attendre, c'est que on peut vérifier que certains patients ne sont pas en train de guérir tout seuls et ça permet comme ça de détecter quelques patients qui n'ont pas besoin d'injection du tout, en fait. Donc ça, c'était pour l'œdème. Comment on traite l'ischémie rétinienne et la fermeture des capillaires? Donc là, le but du traitement n'est pas de soigner la rétine. Enfin, la rétine, de toute façon, elle n'a plus de perfusion, donc elle est altérée. Le but du traitement, là, c'est d'éviter les complications et la prolifération des nouveaux vaisseaux. Et donc, pour faire ça, en fait, on finit en quelque sorte de détruire la rétine en faisant du laser dessus. C'est ce qu'on appelle la photocoagulation panrétinienne, photocoagulation de toute la rétine. Et donc, ce sont tous ces points blancs là à la surface de la rétine. Donc ça, c'est un impact de laser. Tous les points blancs correspondent à un impact de laser. Alors, c'était assez fastidieux à faire tant qu'on avait des lasers avec lesquels on faisait les impacts un par un. C'est maintenant beaucoup plus rapide avec les nouveaux lasers qui font des patterns d'impact, des groupes d'impact quasiment simultanément. Et donc, on peut arriver parfois même à faire le traitement en une seule séance. Vous avez un exemple en bas d'un traitement complet avec tous les impacts, toute la rétine recouverte par les impacts de laser. Et donc, en général, on combine quand même à ce traitement une ou plusieurs injections d'anti-VEGF parce que ce fameux VEGF, là, ce facteur de croissance, il est impliqué d'un côté dans la constitution de l'œdème, mais aussi dans la prolifération des vaisseaux anormaux. Et donc, on l'utilise parce qu'il permet de faire régresser très rapidement des néovaisseaux qui seraient déjà apparus. Donc, on fait en parallèle une injection d'anti-VEGF et le laser. Et donc voilà, ce que vous pouvez retrouver, comme information dans les livrets d'informations, notamment distribués par l'association sur la gestion des occlusions veineuses rétiniennes et c'est ce que vous retrouvez aussi, sur le site internet de l'association.